Bonjour à tous. On va brièvement se présenter dans un premier temps. Moi, je suis Madame Bertou Enaoui Malika, donc je suis psychologue. Je fais partie du service de psychiatrie de liaison et de psychologie médicale et de psycho-oncologie. Et j'interviens également au sein du service des maladies du sang à l'hôpital Claude Durier. Moi, je suis Agnès Dubois, je travaille comme psychologue au CHR au sein de la consultation de la douleur chronique, essentiellement à Urier et en médecine interne, et j'appartiens aussi au service de psychiatrie de liaison. Alors cet après-midi, on vous propose d'aborder le parcours du patient atteint de maladie inflammatoire chronique sous l'angle d'abord de l'annonce de la maladie, puisque effectivement dans le parcours de soins, tout débute entre guillemets dans cette consultation médicale où peut-être pour la première fois, des noms seront prononcés, un diagnostic précis sera apporté. Alors, tout d'abord, un rapide détour par une définition qui est assez unanime, qui est celle de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et qui définit la maladie comme telle. En tout cas, elle souligne la notion de durée, de longue durée, une maladie évolutive et qui peut être associée à une invalidité et qui peut être ponctuée de complications. Et la notion de chronicité, hein, qui renvoie à l'absence de guérison et qui installe chacun dans un parcours façonné par de nombreuses modalités de prise en charge hospitalière en rapport avec le soin et le projet thérapeutique par rapport à la maladie chronique. On évoquait à l'instant, effectivement, cette consultation d'annonce qui constitue pour beaucoup de malades et des proches, l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Buchmann, il avait défini la mauvaise nouvelle comme telle. C'est une information qui va venir radicalement changer la vie de l'individu, et qui souligne aussi la notion la notion négative, en tout cas, de cette information, notamment aussi sur le devenir de la personne. Donc, effectivement, au décours de cette consultation, des mots vont être prononcés et qui peuvent parfois laisser des traces symboliques, et qui entraînent souvent un effet d'annonce, qui est souvent vécu, et ça les malades le disent bien, se souviennent très bien des mots utilisés lors de cette consultation, et qui entraîne souvent un bouleversement émotionnel, qui peut être associé à de la tristesse, à de la colère, voilà. Mais cette consultation d'annonce, elle vient surtout souligner aussi, qu'être malade, c'est être confronté à des pertes, notamment la perte de la bonne santé. Alors, dans cette consultation d'annonce, on parle souvent de la consultation d'annonce. Or, dans cette consultation d'annonce, il y a souvent des annonces, puisqu'il n'y a pas uniquement le nom de la maladie qui sera évoqué, mais il y a aussi l'annonce du traitement. L'annonce du traitement et l'annonce des effets du traitement. Alors, pour revenir à l'effet d'annonce, je disais, il s'accompagne souvent de beaucoup d'émotions. C'est une consultation où on n'entend pas forcément tout de suite, et qui est parfois vécu avec un sentiment d'injustice. Souvent, les malades nous disent, je ne comprends pas, j'ai toujours eu une vie saine, je ne comprends pas comment cette maladie a pu survenir. Voilà. Et puis, elle place aussi le malade dans son rapport à son propre corps. Et ça, ce rapport va être très singulier d'une personne à l'autre, avec l'idée que ce corps vient trahir. Et puis, on va retrouver ce besoin de rechercher du sens, une quête de sens, sur la maladie. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui est légitime, qui est normal. En tout cas, on peut dire que cette consultation d'annonce, elle vient un peu faire rupture dans la vie du sujet avec l'idée qu'il y aura un avant, c'est-à-dire avant sans la maladie, et puis un après avec la maladie.
Alors, eh bien, le retentissement de cette consultation, mais plus précisément de la maladie, eh bien, il va, il va varier d'un individu à l'autre, hein. Chacun va le vivre de manière singulière, hein. Chaque individu va aussi vivre sa maladie donc en fonction eh bien, de sa personnalité, en fonction de son histoire et en fonction aussi du moment de vie où arrive la maladie. Ça n'est pas la même chose que d'avoir une même pathologie quand on a 20 ans que quand on a 50 ans, voire plus, hein. Et puis, elle va aussi varier en fonction eh bien, des symptômes qui sont associés à la maladie, la gravité de la pathologie, et puis du retentissement aussi des symptômes, et puis la représentation que chacun fait de la maladie. Donc, ce retentissement, eh bien, il peut entraîner du stress, parfois une perte de l'estime de soi, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, une fatigue physique, une fatigue psychique, de l'anxiété, voire de la dépression. Donc, cette maladie, eh bien, je disais, hein, elle entraîne des changements, hein, un bouleversement des repères, hein. Et ces changements, ces bouleversements, eh bien, ils vont retentir sur la vie familiale, avec un bouleversement de la dynamique familiale, parfois une redistribution des rôles, un retentissement aussi sur la vie professionnelle. Il va falloir réadapter son poste de travail, parfois modifier les horaires en fonction du traitement et de la maladie, voire parfois entraîner des arrêts de travail et voire de changement de statut, hein, de travailleur handicapé ou d'invalidité. Et également un retentissement eh bien, sur sa vie sociale, hein. On observe de réadaptation des loisirs, voire parfois aussi, elle peut entraîner aussi un isolement. En tout cas, ce qui est important pour nous, soignants, c'est, dès l'annonce du diagnostic, c'est de penser à évaluer ces retentissements de manière régulière, puisqu'effectivement, en tout cas, on parlait de la maladie chronique, donc ça veut dire aussi elle propulse le patient dans une dimension de temps et que ce retentissement, eh ben, il va varier en fonction des étapes du traitement, puisqu'il y aura des étapes de traitement, mais il y aura aussi des étapes de rémission. Donc, il est important d'évaluer cette qualité de vie dans la mesure où les besoins et les attentes risquent sans doute de changer dans ce continuum de soins. Donc, en fait, on peut dire que le malade, en fait, hein, est confronté de manière perpétuelle à ce travail d'adaptation. Alors, ce travail d'adaptation, eh bien, il passe déjà par l'intégration d'une dimension particulière, la chronicité, hein, la temporalité. Cette notion de temps, elle joue dans le sens où elle tient une place en tout cas très importante, hein. Alors d'une part, cette notion de temporalité, elle intervient déjà dans ce temps d'assimilation, hein, qui est propre à chacun, hein, et qui est singulier, donc propre à chacun. Et puis c'est une temporalité qui n'a rien à voir avec cette temporalité là qui s'écoule dans notre cadran, en tout cas de nos montres et de nos horloges. Donc on entend parfois des discours de l'entourage éloigné ou proche nous dire, mais le diagnostic date quand même de maintenant de 2, 3 mois. Oui, mais quand on a son existence qui est complètement bouleversée, eh bien 3 mois, c'est très peu dans une existence, hein. Euh, et puis ce temps aussi d'intégration, hein, qui est aussi propre à chacun, hein, et qui consiste à assimiler tous ces changements, justement pour pouvoir ensuite continuer avec, hein, avec ces changements aussi de personnalité induits aussi par ces changements, enfin pas tous ces changements induits par la maladie et les traitements. Donc on peut dire que globalement, en tout cas, pour redire un peu les choses, hein, elle installe quand même le patient dans la durée de la pathologie. Avec une alternance quand même de phases aiguës et de phases plus chroniques, hein, dans la maladie chronique, avec effectivement des besoins qui sont différents en fonction des différentes phases. Donc, que représente la maladie? Eh ben, chacun
a une représentation de la santé et donc de sa santé. Chacun aura aussi une représentation de la maladie et donc de sa maladie. Comme le disait Malika, c'est très très important de bien repérer à quel moment du parcours de vie s'est invitée la maladie dans l'histoire du patient. Et ça va pouvoir sans doute permettre d'écrire l'histoire qui va suivre, hein, l'histoire de la maladie, de l'histoire du patient avec sa maladie, qui sera différente de celle d'avant, sans sa maladie. Donc l'idée là, c'est de bien insister sur le fait que pour chaque patient, sa maladie, un parcours de vie, une histoire personnelle, un vécu singulier et un sens donné. Et que la seule personne capable de mettre un sens à sa maladie, c'est le patient lui-même. Hein. On est bien d'accord. Et c'est vrai que tout au long de ce processus hein, qui suit et ce chemin qui suit l'annonce de la maladie, hein, il y a cette idée d'aider en fait la personne à trouver un sentiment de continuité d'être comme ça malgré l'expérience souvent bouleversante et déstructurante de rupture avec la bonne santé en fait que la personne vit à ce moment-là. Alors pour reprendre un peu plus de manière encore plus globale, mais ça a aussi beaucoup de sens, c'est pouvoir dire que la maladie, lorsqu'elle s'invite dans la vie, elle vient véritablement bouleverser les relations que la personne entretient avec lui-même, avec les autres, avec le monde. Et elle s'invite aussi comme une tierce personne et elle vient, j'aime bien moi penser la maladie comme extérieure à l'individu, hein, même si c'est sa maladie, j'aime bien la penser comme quelque chose qui n'est pas identitaire par rapport à la personne et elle va avoir à faire dans son quotidien avec la maladie, sa maladie, mais ça sera quelque chose avec lequel elle va entretenir toujours une relation et c'est une nouvelle relation. Et donc, la maladie qui s'invite en s'invitant comme étant une nouvelle relation dans la vie de la patient, du patient, elle vient bouleverser tout, quoi. La situation socio-professionnelle, la situation familiale, le fonctionnement de la personne dans son quotidien. Donc, l'idée, c'est toujours un peu beau. Bon, c'est un moment qui est à la fois très long, hein, l'annonce, et c'est un processus de cheminement. Hein. L'annonce du diagnostic, l'idée, c'était de reprendre un peu en 3 stades, euh, bon, un petit peu symbolique, hein, parce que c'est pas très structuré précisément, mais 3 stades, ce processus hein, de cheminement. Le premier stade, ce serait le stade d'accueil, hein, donc comme Malika a bien exprimé avec toutes ces émotions qui arrivent, hein, qui sont diverses, peuvent être envahissantes, qui peuvent aller de la sidération pour certaines personnes à la colère. D'autres personnes peuvent être recrutées par autre chose, une grande tristesse ou une peur, ou encore être recrutées par un sentiment d'abandon. Tout ça, ça va être propre à chacun. Il y a toujours beaucoup d'informations recueillies au moment de l'annonce et finalement peu d'informations retenues tout de suite, hein, parce que avec l'effet de l'annonce, l'effet émotionnel, et quelquefois, au niveau neuronal, on n'est pas tout à fait apte à tout entendre. Et donc, à ce moment-là, ça sera très important de prendre ce temps d'assimilation des informations précises et aussi prendre le temps aussi d'accueillir ces émotions propres aux effets d'annonce, hein, comme Malika expliquait bien, et de les traverser. On ne peut pas les gérer, on peut que les traverser, ces émotions. Ensuite, il y a un autre stade que moi j'appelle le stade de mise en place de stratégie, où en fait chacun se met dans une démarche active. Et en fait, chacun va alors utiliser ses compétences, hein, ses compétences propres et ses ressources, et va un petit peu sans cesse se confronter avec le projet du traitement, faire des essais. Beaucoup de personnes à ce moment-là vont avoir envie de lutter contre la maladie, contre les effets, et vont avoir cette envie de faire comme si elle n'était pas là. Ou alors de pas la montrer aux autres, de faire comme si c'était finalement que à eux, qu'elle faisait pas partie du contexte de vie dans lequel elle était.
dans lequel la personne se trouve actuellement. Et beaucoup de personnes vont avoir tendance à ce moment-là à mettre en place en fait des stratégies d'adaptation qui vont avoir comme effet finalement un peu d'aller à contresens de vivre avec cette maladie. Puisque dans ces processus de lutte, en fait, il y a quelque chose qui vient fatiguer, qui vient, je pense, épuiser au sens de tout prendre à charge personnellement et quelquefois aussi dans cette phase de mise en place de stratégie. Ce qui est important, c'est peut-être de se laisser demander de l'aide, de laisser les autres aussi vous soutenir comme ils peuvent, hein, parce que seul, on est quand même très seul. Voilà, Et donc, le troisième stade, c'est le stade d'acceptation. Et en fait, ce stade d'acceptation, il nécessite un petit peu, en fait, qu'on ait compris qu'il y a une espèce de mise en évidence de l'échec de lutter contre ou de toutes ces tentatives de contrôle pour faire comme si elle n'était pas là, la maladie, hein. Et, et donc, dans cette idée d'acceptation, c'est pas on est d'accord ou on n'est pas d'accord, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ça a rien à voir. L'idée, c'est pas d'être d'accord ou pas, c'est comment faire pour faire avec. L'idée d'acceptation, c'est comment faire pour faire avec dans la maladie et pas faire contre ou sans soi. Hein, parce que quelquefois, quand on rentre dans un processus de soins, finalement, on a presque l'impression qu'on s'occupe que de la maladie, mais pas de soi. Hein, comment faire pour vivre avec la maladie, avec soi, en fait, et avec les autres. Donc, c'est vraiment cette idée pour pouvoir aménager, en fait, une vie en relation, en fait, et une vie qui soit vivante. Puisque c'est quand même le propre de, de, de la maladie chronique. Moi, je dis toujours, c'est être malade en bonne santé. Alors, c'est compliqué de dire des choses comme ça, mais c'est très symbolique, hein. Donc le processus d'acceptation, c'est vraiment cette alternative au contrôle et à l'évitement un peu de tout ce qu'on veut faire comme si on voudrait pas que ça arrive, de toutes ces choses qui vont pas nous aider à vivre avec, en fait. Et dans cette idée d'acceptation, on reconnaît vraiment que la guérison est improbable. On reconnaît vraiment que rien ne sera comme avant et que c'est une nouvelle histoire qu'on écrit. Que ça ne sera pas revenir comme avant. Ça sera vraiment cette nouvelle histoire, mais qui sera sur le même continuum que l'autre. C'est l'idée de lorsqu'on on a finalement assimilé un peu plus les choses, ben on est peut-être plus prêt à s'engager dans une vie normale pour vivre avec la maladie dans des nouveaux projets. Et ça se rapproche un peu plus de ce qui rend vivant, quoi. Et pour tout ça, dans ce long cheminement, en fait, il peut être précieux de d'accepter sur son chemin les proches qui sont souvent de fidèles accompagnants et qui peuvent être éclairants ou quelquefois ils peuvent aussi nous aider à se rendre compte que ça marche pas ce qu'on fait. Après, il y a les soignants qui peuvent être là. Je pense faut vraiment pas hésiter à poser des questions, reposer des questions, que finalement, il y a beaucoup de soignants qui peuvent se sentir plus disposés à répondre aux questions si on les interpelle, en fait, si on leur demande plus précisément, ils vont plus facilement répondre que amener des solutions, puisque ce sera toujours, je pense, à la personne malade de chercher sa solution. C'est lui qui va la construire. C'est lui qui va construire son traitement. Les psychologues peuvent être là, mais pas forcément tout le temps. C'est au besoin et c'est quelquefois à un moment. Et à certains moments, on peut en avoir encore à nouveau besoin et puis on n'a plus besoin. Et puis quelquefois, on n'en a pas besoin du tout. Enfin, ça dépend un peu de son vécu. Après, il y a les associations patients qui peuvent être très intéressantes au niveau du partage de vécu, de soutien, qui peuvent aider à rompre avec l'isolement. Il y a les assistantes sociales qui peuvent vraiment aider chacun à sortir des difficultés administratives dans lesquelles on est plongé, hein, parce que je pense que la personne malade n'échappe pas au principe de réalité de la vie administrative et financière aussi. Et puis après, il y a beaucoup de soins de support hein, qui peuvent
aider à alléger un peu les douleurs induites aussi par la maladie, les douleurs induites par les traitements, apporter du confort, plus de bien-être au sens de vivre avec mieux. Voilà. Et pour finir, on pense que Madame Dumais va témoigner précisément de tout ce qu'on a voulu évoquer plus largement, hein, mais je pense il y a jamais, enfin, c'est toujours très très important la force du témoignage et la force du vécu et du vécu expérientiel, hein, que l'on a en tant que patient. Et c'est ce que Madame Dumais vient partager avec nous tous aujourd'hui.